Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose ici un document pour support de réflexion sur la légitimité de 11 vaccins à imposer aux nourrissons, donc qui est en discussion aujourd'hui en 2017. Et pour support donc un échange de billets qui a eu lieu entre divers intervenants sur un blog de médecins, donc son blog qui s'appelle Docteur du 16 et qui est un blog dédié à la médecine générale, rien que la médecine générale comme il le dit, donc avec de nombreux échanges entre médecins et notamment pour aujourd'hui, pour ma présentation sur ce sujet. C'est un document qui a été repris sur le site de la LNPLV, cette association dont je vous ai déjà parlé par ailleurs, pardon. LNPLV, donc Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, et qui a rassemblé donc sur son site, cette association, les 72 pages d'échange de billets qui ont eu lieu en plusieurs fois, donc en un seul document pour que vous ayez toute cette réflexion extrêmement fouillée. Vous allez voir, je vais vous en donner quelques exemples. Et mon but ici aujourd'hui est de vous mettre ce document à disposition parce qu'il est ultra complet de réflexion, de sources, d'études, des raisons, du pourquoi, de la concertation du professeur qui a été missionné pour évaluer donc l'intérêt d'imposer 11 vaccinations ou pas, les conflits d'intérêts, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc c'est le document PDF qui fait 72 pages sur le site de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations. Moi je l'ai remis en document donc texte, ça fait un petit peu moins de pages, même en espacement, mais voilà, vous avez 60 à 75 pages d'échanges et de réflexion, de questions médicales sur l'intérêt et la légitimité d'imposer 11 vaccins à des nourrissons. C'est parti, donc je vais aller directement sur mon document. Voilà, il s'intitule « Est-il légitime de rendre obligatoire 11 vaccins chez le nourrisson ?» La déclaration donc de conflit d'intérêts est obligatoire maintenant pour tous les professionnels de santé. Donc vous l'avez en introduction, en en-tête dans ce document donc, qui est disponible sur le site de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, la LNPLV. Le résumé, voilà, ce document commence par ce résumé qui a été fait par l'association. Au motif d'une supposée défiance des Français vis-à-vis de la vaccination qui aurait provoqué une baisse de la couverture vaccinale, la ministre de la Santé a missionné le professeur Fischer pour mener une concertation citoyenne sur les vaccins. La recommandation principale à l'issue de cette concertation a été de vouloir étendre l'obligation vaccinale chez les nourrissons à 8 autres vaccins en plus des 3 vaccins déjà obligatoires, donc jusqu'à maintenant, qui sont donc diphtérie, tétanos, poliomyélite. Vous entendez parler de DTP ou DT polio. Voilà, ça c'est l'aboutissement des X mois au long des pétitions, des discussions qui ont eu lieu avec des DT polio qui n'étaient plus disponibles et des hexavalents, donc 6 valences dans un seul vaccin, 6 vaccins dans une seule injection, avec des soucis, l'hydroxyde d'aluminium. Voilà, tous ces mois où vous avez suivi toute cette affaire sur les vaccins qui n'étaient plus disponibles, donc pour répondre à l'obligation vaccinale sur 3 valences obligatoires, diphtérie, tétanos, polio. On a abouti donc à cette concertation décidée par la ministre de la Santé. Et aujourd'hui, on aboutit à une recommandation de faire voter, donc au-delà même de faire voter, d'imposer par la loi 11 vaccinations pour janvier 2018. Donc c'est le professeur Fischer qui a été missionné par la ministre de la Santé. Donc dans cet échange de propos et de billets sur ce site que relaie la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, l'échange continue.
Mais à y regarder de plus près, il n'y a pas de défiance généralisée du public vis-à-vis des vaccins, mais des questionnements justifiés au sujet de certains vaccins. Il n'y a pas non plus de baisse de la couverture vaccinale, car la couverture vaccinale n'a jamais été aussi élevée. Ce sont bien les attentes et exigences des autorités vis-à-vis de cette couverture vaccinale qui sont en train de croître. C'est pas la même chose. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il est utile de se tourner vers l'histoire et d'analyser les fondements de la politique vaccinale actuelle. Alors c'est très intéressant parce que ce document reprend l'histoire de très très loin déjà pour comprendre les fondements effectivement de la politique vaccinale actuelle. Voilà, donc vous aurez l'histoire qui commence à l'ère industrielle au 18e et 19e, au niveau sociologique, sociopolitique, une analyse très intéressante. Donc le contexte social et sociopolitique dans lequel fut introduit l'inoculation. Une technique destinée à prévenir la variole en incisant la peau pour y déposer le pus d'un malade. Je vous remets l'écran un petit peu plus droit. Voilà. Je vous ai sélectionné donc certains passages. On ne va pas passer les 63 pages de mon document texte. Vous avez donc ce document disponible. Il est en partage libre sur le site de la LNPNV et sur le blog Docteur du 16, donc Blogspot. Voilà, en introduction de cet échange de billets sur ce site sur la médecine générale. Pourquoi je ne bouge plus? Voilà, pardonnez-moi. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a saisi le professeur Alain Fischer en février 2016 par une lettre de mission. Dans cette lettre de mission, la ministre constate une baisse de la vaccination, affirme que cela est dû à ce que les vaccins seraient victimes de leur succès et résume l'ensemble des objections à l'égard des vaccins par le thème de défiance. L'utilisation de ce terme péjoratif disqualifie par avance toute forme de critique ou de simple questionnement vis-à-vis des recommandations vaccinales, car il sous-tend un sentiment a priori non fondé rationnellement. La concertation et la mise en œuvre du plan d'action imaginé par la ministre et l'objectif recherché à travers cette concertation est le rétablissement de la confiance dans la vaccination. Donc déjà, on a une terminologie qui tend à faire passer une chose pour une autre. C'est assez bien dit dans ce document aussi. L'analyse est aussi faite à ce niveau-là. Nous passons au paragraphe suivant. Alors qu'il s'agit de limiter la liberté de choix des parents et de restreindre l'exercice de l'autorité parentale, vis-à-vis d'un acte qui ne peut être considéré comme totalement anodin, on ne s'est pas interrogé un instant sur la solidité des critères qui permettaient de fonder des recommandations de vaccination généralisée pour tel ou tel vaccin. Si ces vaccins devenaient obligatoires, ces recommandations seraient pourtant inscrites dans le marbre comme une priorité absolue de santé publique. Le rapport bénéfice-risque et coût-bénéfice à court, moyen et long terme de chacun de ces vaccins le justifie-t-il? Peut-on garantir aux parents que le rapport bénéfice-risque individuel de chacun de ces vaccins est favorable pour leur enfant? Voilà des vraies questions. Voilà, je vous ai mis les passages dont je voulais vous faire état dans ma vidéo de quelques minutes pour vous orienter fortement vers la lecture de ce document, même si c'est peut-être un petit peu long ou un petit peu compliqué pour certaines personnes de premier abord. Prenez-le, discutez-en avec d'autres personnes, d'autres parents, des amis, la famille, des professionnels divers et variés, pas simplement des médicaux. Et puis aussi, c'est un document de discussion pour en parler avec votre médecin.
Donc, deuxièmement, l'échange de billets sur ce site de médecine générale, sur ce site qui discute de médecine générale, cette concertation citoyenne est-elle légitime? Encore donc des bonnes questions que se pose ce site en échange de billets. Le comité est-il légitime au regard des conflits d'intérêts de ses membres? Bonne question. L'influence des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique sur les positionnements et décisions de ceux qui en bénéficient a été démontrée par de nombreux travaux. À cet égard, les positions de notre actuelle ministre de la Santé, donc en juillet 2017, Agnès Buzyn, qui prétend que participer à un board, comité scientifique au sein d'un laboratoire pharmaceutique, est une garantie de compétence, c'est très inquiétant, donc, puisqu'il y a conflit d'intérêts. Voici la description que fait Bernard Dalberg, un ancien cadre repenti de l'industrie pharmaceutique chargé à l'époque des relations avec les médecins, du déroulement d'un de ces boards. Voilà, je vous invite à aller à la page dite sur ce document et vous aurez la suite et le détail. Pour l'heure, je ne voudrais pas allonger le propos dans ces quelques minutes avec vous, qui sont là pour vous montrer que ce document existe et pour que vous l'ayez à disposition, vous faciliter la tâche donc pour avoir les informations encore une fois. Parlons couverture vaccinale, donc je saute quelques pages. À titre d'exemple, la couverture pour les enfants de 24 mois par 3 doses de vaccin contre la diphtérie, tétanos, polio et coqueluche, DTPC, est passée de 73% en 1985 à 91,9% en 2008. On a des chiffres et des dates, des bases de discussion basées sur les faits, les statistiques, les mathématiques, pas sur des croyances, des choses vagues, le fait de peut-être vouloir impressionner par une position, notamment certains, je pense à un jeune médecin qui intervenait sur le blog de sa femme dernièrement, et à qui on posait des questions par Instagram. C'était assez intéressant de voir ô combien ces réponses étaient vagues. Bon, il n'a pas fini ses études de médecine, il est en première ou deuxième année d'internat, donc à 7-8 ans après ses 6 années à l'université, et ses réponses étaient du domaine de la croyance et n'ont pas étayées par des chiffres, des dates et de la preuve par les faits en raisonnant sur les faits. Voilà, donc pour étayer un petit peu le fait que la couverture vaccinale n'est pas un argument, elle n'a pas baissé, elle a donc plutôt augmenté, puisque là on cite le DT polio coqueluche, on passe de 73% à 91,9%. La couverture chez les enfants de 13 mois pour une dose de vaccin trivalent contre rougeole, oreillon, rubéole, le ROR, est passée de 56,2% chez les enfants nés en 2004 à 74,5% chez les enfants nés en 2009. On a aussi là augmenté. À 24 mois, la couverture par une dose a augmenté entre 2010 et 2013 de 89,2 à 90,3%. Voilà, des sources, des chiffres, des faits. Chacun se félicite également des taux très élevés de couverture obtenus avec le vaccin non obligatoire, entre parenthèses, preuve qu'il n'y a pas besoin d'obligation par des lois coercitives pour obtenir une bonne couverture, puisque là, un vaccin non obligatoire, donc le pneumocoque, introduit au début des années 2000, qui a été généralisé par les médecins avant même que les recommandations de vaccination systématique n'aient été effectives en 2006, et alors qu'il n'était pourtant recommandé que pour des nourrissons présentant des facteurs de risque. Dans le rapport Hurel, Sandrine Hurel, donc, qui avait été missionné pour un rapport il y a un an environ, voilà, dans le cadre de la concertation, enfin des missions que devait donner à faire l'ex-ministre de la Santé Marisol Touraine. Donc dans ce rapport Hurel, il est écrit que la couverture pour 3 doses de ce vaccin atteint 89 à 92% selon les sources. Très bien, la couverture vaccinale a donc augmenté. Voilà pour ce petit paragraphe qui montre que la couverture vaccinale n'a pas diminué. Alors je saute encore pas mal de paragraphes pour que ce soit plus court et je suis
dans le questionnement sur les conflits d'intérêts, ou plutôt même un propos très affirmatif qui dit qu'il y a conflit d'intérêts. Mais au-delà des conflits d'intérêts financiers dont l'influence sur les prises de position et l'opinion des médecins vis-à-vis des produits de laboratoire qui les rémunèrent a été démontrée par d'innombrables études et rapports, il faut admettre que les motivations de ces experts sont également sous-tendues par des positions idéologiques. Parce que, à n'en pas douter, l'obligation de vaccination généralisée serait un coup de force visant à imposer une adhésion à des exigences croissantes de vaccination qui ne peut être obtenue par des arguments rationnels. Je dirais en commentaire que quand des cerveaux réfléchissent, ça donne ce genre de très bons documents. Vraiment, 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 prenez ce document, faites-le vôtre. Répandez-le autour de vous avec plein d'autres documents, comme je vous ai déjà indiqué des sources dans mes autres vidéos sur le sujet. C'est important que vous ayez des bases de discussion solides. En voici une. Pour comprendre l'origine de cette idéologie, les raisons de la coercition et l'impossibilité d'avoir au XXIe siècle un débat factuel et ouvert sur les critères de recommandation et d'arrêt des recommandations de vaccination généralisée, il s'avère indispensable et éclairant de se tourner vers le passé. Et c'est ce que va faire ce document sur plusieurs dizaines de pages. Donc nous allons directement sur un petit extrait de cet historique. Il est intéressant de voir avant même Pasteur par quoi tout cela a commencé. Inoculation et duel de mathématiciens. Une simple question comptable, s'interroge ce document. Donc, on part en 1754. On remonte quand même à plus de 250 ans. Donc, dans son mémoire sur l'inoculation de la petite vérole en 1754, Charles-Marie de la Condamine, aristocrate, scientifique, explorateur et mathématicien, favorable à l'inoculation, présente la controverse de sur l'inoculation comme un simple problème mathématique. Ni la médecine, ni la morale, ni les sentiments n'y avaient leur place. Il dit ainsi « Gardons-nous de faire un cas de conscience d'un problème purement arithmétique ». 1754, donc un mathématicien qui nous le dit comme ça. Donc voici Daniel Bernoulli, mathématicien connu, mais aussi médecin qui lui emboîte le pas. Voici ce que dit ce document à propos de Bernoulli. En fait, Bernoulli raisonnait en capitaliste, médecin et mathématicien. Il considérait les vies humaines comme des unités monétaires toutes identiques dont il fallait optimiser la valeur pour l'État. Il avait dit sa préférence pour un âge précoce pour la variolisation, estimant que les enfants non productifs n'avaient pas de valeur en termes d'accumulation de richesses et de pouvoir pour l'État, le but étant de maximiser le nombre de jeunes hommes pour cultiver la terre et aller se battre, et le nombre de jeunes femmes reproductrices. Il raisonnait sur l'humain de manière abstraite, comme une masse uniforme devant se plier aux ambitions de rendement de son gestionnaire, l'État. Son raisonnement n'était pas seulement humainement et moralement contestable, à Bernoulli donc, euphémisme, mais aussi mathématiquement faux, car fondé sur une pure abstraction ne tenant aucun compte des éléments factuels du monde réel. C'est pourtant sur ce même type de raisonnement hyper simplificateur et irréaliste qu'est fondée la vaccinologie actuelle. Ça, c'est un échange de cerveaux pensants. Ne nous arrêtons pas là, on passe en 1801. En janvier 1801, Chaptal, chimiste et médecin. Alors, ils étaient tous médecins et mathématiciens, ou médecins et chimistes, ou médecins, ou seulement chimistes comme Pasteur, je vous le rappelle, hein, qui n'était ni médecin, ni physiologiste, ni vétérinaire, ni quoi que ce soit d'autre que chimiste.
à l'inverse de Béchamp, qui lui était les trois, donc chimiste, physiologiste et surtout médecin. En janvier 1801, Chaptal, chimiste et médecin, fut nommé ministre de l'Intérieur. On a l'impression d'être en 2017. Admirateur des innovations techniques, Chaptal était aussi un fervent défenseur de l'inoculation. Lorsqu'en 1804, il créa le corps préfectoral, il lui donna pour mission prioritaire la diffusion de la vaccine. 1801. La vaccine est donc réputée protectrice mais moins virulente que la variole. En revanche, elle est rare et d'une conservation difficile. En réalité, l'être humain semble être le seul incubateur du vaccin. Chaptal décide alors de créer des dépôts de vaccins. Les quelques 60 000 enfants trouvés qui sont à la charge de l'État et présents dans les hospices, dont il confie la direction à des médecins zélés, pourront servir d'incubateurs pour permettre la conservation du vaccin et la vaccination des populations. Le PU est donc passé de bras à bras. Cette pratique est justifiée par l'idée de rentabiliser la charge que sont les enfants trouvés pour l'État, les orphelins donc dans les hospices. Un enfant incubateur peut être inoculé jusqu'à 50 fois pour permettre d'inoculer de nombreux sujets. Je vous laisse méditer sur les débuts de la vaccine de cette manière. Lorsque ces enfants étaient amenés dans les villages par les officiers vaccinateurs pour des séances d'inoculation de la vaccine, donc il n'y avait pas que des enfants d'orphelinat, des enfants d'hospice, là, puisqu'on parle des parents qui se plaignaient du danger de transmission de maladies, mais jamais de l'inhumanité du procédé. Quelques rares médecins s'élevèrent contre cette pratique. C'est au moment où la vaccine commença à se propager qu'un courant anti-vaccinaliste naquit. Début des années 1800 donc. Il n'était pas représentatif de la population qui exprimait des doutes concrets sur le rapport bénéfice-risque de la vaccine, mais s'organisait autour de la thématique de la dégénérescence de la race humaine par la vaccine, en tentant de démontrer le lien entre cette supposée dégénérescence et l'inoculation. Il ne critiqua jamais les aspects scientifiques et idéologiques des campagnes vaccinales et demeura marginal et inaudible pendant toute cette période. En 1800, la vaccine devint obligatoire pour les armées britanniques, françaises et prussiennes dans le but d'optimiser, pensait-on, les forces guerrières. En 1805, environ 400 000 personnes avaient déjà été inoculées par la vaccine. Malgré les pressions exercées par le comité vaccine prônant l'obligation vaccinale, Fouché, le ministre de l'Intérieur qui avait succédé à Chaptal, leur rétorqua en 1808 que les mesures coercitives ne sont pas autorisées par les lois et que la douceur et la persuasion sont les moyens les plus efficaces d'assurer le succès de la nouvelle inoculation. L'Empire veut aussi éviter de discréditer la puissance paternelle en imposant une pratique non approuvée par les pères, relais de son autorité dans les familles. C'est très intéressant au niveau sociologique, socio-psychologique et sociopolitique. Ce document, il est extraordinaire. Merci pour cet échange de billets sur ce site de discussion en médecine générale. L'Empire veut aussi éviter de discréditer la puissance paternelle en imposant une pratique non approuvée par les pères, relais de son autorité dans les familles. Je répète. Ce n'est qu'en 1902 que la vaccination antivariolique deviendra obligatoire pour l'ensemble de la population. Mais au début du XIXe siècle, un débat scientifique fut ouvert autour de la vaccine, en même temps que la défiance de la population se développa à son encontre. C'est donc pas nouveau des années du début du XXIe siècle et de la fin du XXe. Il y a toujours eu méfiance, défiance et de gros problèmes soulevés en face de la vaccination depuis qu'elle existe. Donc au début du 19e, défiance de la population,
Comment expliquer que les manifestations de la vaccine soient aussi différentes de celles de l'inoculation variolique? Les contre-épreuves inoculation de la variole au sujet ayant reçu la vaccine ne démontraient pas de résultats probants et étaient sujettes à des critiques justifiées de la part des opposants, mettant en avant leurs limitations. Il devint urgent de regagner la confiance du public, de le rassurer, de définir des critères clairs de sujet de la vaccine chez les inoculés. Donc beaucoup de voix se sont élevées dans ces expériences avec la vaccine. Je vais passer à la conclusion puisque si vous le souhaitez, vous savez maintenant où trouver ce document et vous l'aurez en entier. Sachez donc que le quatrièmement de ce document, pourquoi je ne l'ai pas l'affichage? Voilà, vous parle aussi, vous aurez des chiffres. Il est là, il arrive. Voilà. Obligation vaccinale au XXe siècle qui montre que l'obligation vaccinale est un contresens historique, donc sur la période 1900 à 1969, quelle a été la politique vaccinale. Voilà, vous aurez ça au milieu du document. Encore des réflexions avec l'exemple de la tuberculose. Abandon de l'obligation vaccinale pour les nouveaux vaccins par les autorités en raison de son inefficacité. On était sur un autre vaccin, donc voilà, vous l'avez au-dessus de la tuberculose, accident de Cutter, sur la polio. Si je remonte, voilà, vous avez à la fois la polio, la tuberculose, l'abandon, la politique vaccinale de 1900 à 1969, des discussions encore sur les vaccins et la santé publique, bénéfices et risques, des vraies questions avec des chiffres, transition épidémiologique et baisse de la mortalité. Peut-on prendre du recul? Vous lirez par ailleurs aussi. Et encore, les experts admettent que les effets indésirables graves dont la fréquence serait inférieure à 1 pour 1000 ne peuvent pas être détectés lors d'un essai clinique, ce qui est vrai. Mais cela signifie donc que lorsque les autorités recommandent un vaccin qui est supposé combattre une maladie dont les conséquences graves dans une population cible seraient inférieures à 1 pour 10 000, elles acceptent implicitement le risque que le vaccin provoque plus de 10 fois plus d'effets indésirables graves qu'on ne peut, dans le meilleur des cas, espérer de bénéfices de la vaccination. Il faut suivre au niveau des chiffres, c'est très important. On comprend dès lors que lorsque les vaccins visent des maladies dont l'incidence est comprise entre 1 par million et 30 pour 100 000, il devient pour les experts très difficile d'admettre l'existence du moindre effet indésirable qui pourrait alors inverser le rapport bénéfice-risque d'un vaccin. C'est un jeu de chiffres entre les essais cliniques et la réalité aussi, qui ne rend pas compte des faits tels qu'ils arrivent dans une population par rapport aux effets indésirables. Obligation de déclaration des effets indésirables. Tout médecin, infirmière, etc. est tenu de les déclarer. Or, aujourd'hui, on a des témoignages d'infirmières et de médecins qui disent « si je déclare un effet indésirable grave après une vaccination, je deviens très suspicieuse, on m'observe en permanence et c'est à vous donner envie d'arrêter de signaler les effets indésirables ». Je passe à la conclusion pour clore la présentation de ce document, effets indésirables cumulatifs qui se sont produits donc avec le vaccin contre le rotavirus, quelques effets indésirables graves des vaccins officiellement reconnus malgré tout, alors qu'il y en a beaucoup plus et qui ne sont pas reconnus. Voilà, nous en sommes à la conclusion.
Il faut donc se rendre à l'évidence et admettre que l'on ne sait pas tout au sujet des agents infectieux et que les bénéfices d'une vaccination généralisée restent pour le moins incertains et imprévisibles, tandis que ces risques sont importants relativement aux bénéfices attendus et sont largement sous-estimés en raison de l'organisation de la pharmacovigilance et de l'affectation des moyens. La mortalité des moins de 15 ans a diminué d'environ 40% pendant les 15 dernières années en France. On ne peut pas en dire autant de celles liées aux maladies à prévention vaccinale. Nous avons vu pourquoi. Voilà, il faut que vous alliez lire tout le document pour comprendre cette conclusion. La rougeole, maladie considérée comme bénigne il y a 50 ans en Europe et aux États-Unis, est aujourd'hui utilisée comme épouvantail sur la base de faits dramatisés et tronqués pour imposer l'idée qu'il n'y aurait point de salut hors de l'obligation vaccinale. D'autre part, la campagne mettant en avant une supposée défiance des populations vis-à-vis des vaccins est sans fondement dans la réalité et simplement destinée à préparer le terrain pour cette obligation. L'idée d'une obligation vaccinale étendue progresse en Europe. Ainsi, le 20 mai 2017, l'Italie a rendu obligatoire 12 vaccins pour les nourrissons, en excluant de cette obligation le vaccin contre la pneumocoque, mais en y incluant le vaccin contre la varicelle, que le CSHPF avait refusé de généraliser en France il y a quelques années en raison de son très faible intérêt, et le vaccin contre le méningocoque du groupe B, qui présente des effets indésirables redoutables, comme nous l'avons vu. Italie, qui est donc, depuis que les États-Unis l'ont décidé il y a quelques mois, un laboratoire grandeur nature de tests pour cette vaccination à 12 vaccins généralisés. C'est démontré politiquement aussi dans divers documents. Voilà pour cette conclusion qui me semble assez... le tout début de cette conclusion, hein, on va jusqu'à la fin encore. Assez éloquente encore dans ce document. Vous y avez tout, plus tout le reste, plus tout ce qu'il y a sur tous les blogs qui en discutent, des blogs de médecine générale, donc hein, je ne vous parle pas de gens qui parlent de choses vagues entre eux, ni de médecins pas encore diplômés qui répètent ce qu'ils viennent d'apprendre en cours donnés par des experts appartenant au labo. Ils n'y croient pas tous non plus, hein, même en tant que jeunes étudiants, et puis d'autres, voilà, ils croyaient déjà tellement avant que quand on leur dit dans leurs études de médecine, ils ne peuvent y croire. Je comprends comment la psychologie peut fonctionner par rapport à cette remise en cause de la vaccination qui est tellement, mais c'est comme incrusté, comme si c'était devenu une partie de nos cerveaux en France, pays donc des laboratoires fabricants de vaccins, aux États-Unis aussi, hein. D'autres pays essayent d'en fabriquer des vaccins, ils ont beaucoup de mal. La France garde vraiment une suprématie très importante là-dessus, mais je comprends que quand on est né depuis donc le plus jeune âge et qu'on entend tout le temps, régulièrement, cette croyance que hors de la vaccination, point de salut, qu'en plus on soit dans des études médicales ou paramédicales, il soit très difficile de remettre en cause le bien fondé de la vaccination généralisée, ici en l'occurrence avec 11 vaccins en France prévus pour 2018 pour des nourrissons, hépatite B y compris, 12 vaccins depuis mai 2017, donc ce n'est pas le printemps mais un peu plus tard. En Italie, je comprends qu'il soit très difficile dans un premier temps. Cela dit, les faits sont là, les études sont là, les chiffres sont là, les réflexions sont là, les bonnes questions posées quand elles le sont montrent que les réponses sont tout autres que le discours classique qu'on entend à répétition de manière non étayée et sans les vraies questions qui soient posées. Et on n'a même pas ici parlé de la composition des vaccins. Voici pour ce document donc, qui est disponible sur le site de la LNPLV, Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, qui a compilé donc les différents billets d'échange sur ce site qui parle de médecine générale. Docteur Ducèze, vous avez à disposition
tous ces documents sur internet. Donc si vraiment vous voulez les informations, elles sont là, vous les avez. Je vous ai fait cette vidéo pour que vous puissiez y accéder encore plus vite et de manière complète. Bon courage à vous, à très bientôt.